Alors je suis Christelle Hanau, je suis chef soigneur adjoint à la ménagerie du Jardin des Plantes. Donc ça fait 16 ans que je travaille à la ménagerie et ça fait donc 5-6 ans que je suis maintenant chef soigneur. Et auparavant j'étais soigneur exclusivement à la singerie, d'où mon attachement particulier pour les primates. Que ce soit les macaques qui sont présents derrière moi, les orang-outans, surtout les orang-outans j'avoue. Et puis les autres singes africains aussi qui sont présents ici à la singerie. Surtout les orang-outans parce que c'est une relation qui est très particulière. Il y a un échange qui est plus important encore qu'avec les autres primates. Et les orang-outans sont particulièrement proches de nous, de par leur capacité d'analyse, de par leur compréhension. On a quand même 99% de génétique en commun, donc c'est énorme évidemment. Et donc voilà, ici c'est Tamou, une petite qui est arrivée en 2007 avec sa maman Théodora, qui est née en Angleterre et qui aura 11 ans le 29 novembre. Sa maman Théodora doit être dehors, puisque les orang-outans la journée sont en stabulation libre. C'est normal, elle les chouille, elle mange ses crottes de nez aussi, tout ça, c'est normal quoi, c'est un animal. Oui, c'est une relation très importante, affective, c'est évident. Enfin voilà, on s'attache aux orang-outans, ils s'attachent à nous. Mais il y a aussi une relation de confiance qui est très importante, c'est que les orang-outans nous font confiance et nous accordent leur confiance. C'est pas nous qui décidons de bien aimer un orang-outan et de faire confiance à l'orang-outan. C'est l'orang-outan qui finalement va faire le pas vers nous. Et il faut savoir que Nénette, qui est notre doyenne, qui est là depuis 1972, qui a aux alentours de 46-47 ans maintenant, qui va bien, même si elle est âgée, j'aime bien le préciser. Et moi, j'ai pas eu de contact direct avec elle, même si c'est toujours des contacts protégés à travers les grilles. J'ai pas eu de contact direct avec elle pendant 8 ans, c'est-à-dire que je l'avais jamais touchée. Et puis, en 2008, Nénette est tombée malade, il a fallu l'opérer. C'était quelque chose de grave, c'était un problème d'abcès au niveau de son ventre. Et là, soit mon regard a changé, ce qui est possible, ou le sien, je ne sais pas laquelle des deux en premier, mais j'avoue que j'ai eu peur de perdre Nanette, et du coup, c'est un peu émouvant, j'avoue. Mais elle est toujours là, elle va bien, voilà. Et ayant peur de perdre Nanette, finalement, je pense que c'est peut-être moi qui ai changé, ou elle, parce qu'elle a vu que j'étais plus présente aussi, que j'étais inquiète. Et au final, là, Nanette a réclamé pour les premières fois des câlins, juste en passant ses doigts à travers la grille, des attentions particulières, et elle est devenue particulièrement douce, en tout cas avec moi. Même si aujourd'hui elle est aussi très douce avec les autres soigneurs, mais en tout cas je suis un lien, je dirais, important pour elle, de par le fait que je suis là depuis longtemps. Voilà, en tout cas les relations se créent sur vraiment plusieurs années. Les primates demandent en effet des soins assez particuliers, puisqu'ils passent dans la nature 60% de leur temps d'éveil à rechercher la nourriture et à être actifs. Contrairement à un félin qui va dormir entre 16 et 18 heures par jour, finalement il va être actif tôt le matin ou très tard le soir, parce que c'est des animaux crépusculaires. Donc on a des soins particuliers pour les orang-outans, c'est-à-dire qu'on leur propose beaucoup d'enrichissement. L'enrichissement, c'est une technique pour pouvoir les stimuler physiquement et psychologiquement et recréer un peu des choses naturelles dans le comportement. Ça va être leur cacher la nourriture, ça va être leur distribuer de la nourriture de façon un peu compliquée. C'est-à-dire les orang-outans, on va leur distribuer la nourriture dans des cagettes en plastique qu'on va accrocher sur le toit, donc il faut qu'ils passent leurs doigts, il faut qu'ils se cassent la tête, qu'ils résolvent des problèmes, etc. Les petits singes, on va aussi leur faire des distributions d'insectes, donc des vers de farine qui vont finalement se mettre là dans le substrat, ou balancer des graines, retourner le substrat au sol, et là ils vont fourrager, on appelle ça, chercher comme ils le feraient dans la nature. Tout ça, c'est partie du soigneur. Donc avec les orang-outans, nous avons aussi ces chercheurs du muséum, puisque ce sont des animaux estimés très intelligents, avec une capacité d'analyse importante. Et donc il y a des chercheurs du muséum qui nous proposent de temps en temps, voire même plusieurs fois par an, j'avoue, des petits points de recherche. Donc ça va être définir la couleur, définir du son, s'ils sont intéressés par un son plus aigu, plus grave, etc. Résoudre des problèmes, comme on a des orang-outans qui sont capables de faire des nœuds. Souvent, les scientifiques disent que ce qui manque, par exemple, aux primates, ça va être évidemment la parole. C'est facile, je trouve, de dire ça, parce que finalement, ils s'expriment, ils ont leur propre mimique et leur propre langage, que nous ne comprenons pas, alors qu'eux nous comprennent finalement, donc bon, voilà. Et puis, ça va être aussi, est-ce qu'ils sont capables de résoudre des problèmes ? Donc, de créer des choses et de les résoudre. Donc, on avait ici une femelle orang-outan qui était capable de faire des nœuds, 19 types de nœuds avec 19 éléments différents, que ce soit de la corde, des lacets, du tuyau de pompier, ce genre de choses, avec des complexités très importantes et qui étaient capables de retirer ensuite ces nœuds pour remettre une corde nickel.
Elle allait même un peu plus loin, c'est qu'on leur donnait pas mal de vêtements à cette époque-là. Et donc elle arrachait les vêtements et elle créait des cordes finalement pour après pouvoir faire des nœuds, etc. Donc c'était assez rigolo. Et donc cet animal, effectivement, il y a eu pas mal de recherches de fait sur elle. Il y a même eu une expo à la Villette de fait pour elle. Nénette est capable de faire des nœuds aussi. Là, la dernière recherche qui a été effectuée, là, ça a été la peinture. Donc est-ce que les orang-outans sont capables de peindre finalement? Et donc Nénette, elle a parfaitement répondu au problème, c'est-à-dire qu'on lui mettait sur une feuille de papier de la peinture, donc 4 couleurs. Et donc elle utilisait ses mains, sa bouche pour peindre. Donc au début elle a peint un peu sur les murs et les vitres de la cage, ça arrive. Et ensuite elle a bien compris qu'il fallait peindre sur la feuille et à la fin elle avait compris même qu'on voulait récupérer la feuille. Donc aujourd'hui les dessins de Nénette sont exposés à la Grande Galerie de l'Évolution, juste à côté de l'exposition justement des grands singes, pour prouver que les grands singes sont capables aussi de dessiner. La casquette entre guillemets de Nénette. Et elle a fait principalement ça, vraiment pas pour le papier parce qu'elle en a rien à faire. C'est juste vraiment, vous voyez, le plaisir d'aller embêter Nénette, de se faire. Non, je ne prends pas. Quand je dis que je peux toucher les orang-outans, c'est pas je rentre avec eux, j'ai du contact avec eux et je peux faire un câlin aux orang-outans. C'est pas ça. On a des contacts avec les orang-outans à travers les grilles, ça s'appelle un contact protégé. Donc, voilà, on n'a pas de contact direct avec les orang-outans. C'est des animaux qui sont 6 à 7 fois plus forts qu'un homme à l'âge adulte, donc voilà. Enfin, je ne vais pas aller lui confier mes bras, mes os, ce serait moyen. Même s'ils sont super gentils. Hein. Alors je ne saurais pas trop traduire vraiment la façon dont les orang-outans nous voient. Je sais qu'ils reconnaissent clairement leurs soigneurs, ils reconnaissent aussi les habitués. Il y a des gens qui viennent tous les jours à la ménagerie et donc ils les reconnaissent. Il y a une vraie façon d'exprimer le fait qu'ils reconnaissent. Théodora va tirer la langue, c'est une marque affective pour elle. Nénette va venir devant la vitre, elle va regarder les gens, il y a une interaction qui se crée. Il y a évidemment un côté affectif qui est très développé chez les orang-outans. S'ils aiment bien quelqu'un, s'ils n'aiment pas quelqu'un, on le voit. Ça se voit à leur faciès, ça le voit à leur comportement. Ils sont contentes, pas contentes. Ensuite, c'est des animaux qui sont nés en captivité, sauf pour Nénette. Elle vient de la nature. Quand elle est arrivée à la ménagerie, son âge a été estimé donc à 2, 3, voire 4 ans.
Et donc, elle a vécu dans la nature, elle a connu la nature. Ça ne l'a pas empêché de bien s'adapter à la captivité, puisqu'elle a eu ici 3 maris, 4 fils. Elle s'est occupée de ses fils, alors que d'habitude, les orang-outans, lorsqu'ils ne sont pas restés avec leur maman pendant très longtemps, pendant de longues années, ils ont du mal à élever leurs propres petits. Donc elle s'est bien habituée. Alors après, il y a plein de publics qui va nous dire les orang-outans ils ont l'air tristes, ils ont l'air de s'ennuyer. Je leur rappelle que c'est un animal passif, c'est un grand singe qui est calme, il n'y a pas de mimique faciale, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de grands gestes, etc. Souvent ils font leur sieste. Donc après, de là à dire comment les orang-outans nous voient, je sais que les orang-outans, quand ils n'ont pas vu un soigneur pendant très longtemps, quand ils le voient à nouveau, par exemple si on est en vacances pendant quelques temps, soit elles vont bouder, elles vont le regarder et bouder, voilà, parce qu'on ne l'a pas vu depuis longtemps, soit elles vont montrer qu'elles sont contentes, donc là il y a plein de choses. Théodora, lorsqu'elle est contente, elle va jeter du substrat, elle va nous faire des coucous, elle va claquer des mains, elle va secouer ses mains, etc. Là elle est vraiment contente. Et lorsque c'est déjà arrivé que la ménagerie soit fermée, puisque la ménagerie est ouverte tous les jours de l'année, et il y a quelques années, il y avait eu un épisode, vous savez, grippe aviaire, etc. Et donc la ménagerie du coup avait dû fermer pour des raisons sanitaires, même si on n'a pas eu de cas chez nous. Et là, les orang-outans, au bout de 2-3 jours, sont fortement ennuyés. Donc ils ont besoin quand même de ce public. Je pense que les orang-outans passent plus de temps à regarder le public que le public finalement passe de temps à les regarder. Mais c'est un vrai enrichissement pour eux. Alors les animaux dans les parcs zoologiques restent des animaux sauvages. Ça reste des animaux sauvages, c'est pas des animaux domestiques, ça c'est sûr. C'est par contre effectivement des animaux qui ont besoin de l'homme pour se nourrir, qui ont besoin de l'homme pour faire plein de choses. On prendrait demain Nénette, on la remettrait dans la nature, il y a de fortes chances pour qu'elle s'en sorte pas. C'est souvent malheureusement le cas. C'est pour ça que la réintroduction est si difficile. C'est pas un animal domestique parce que voilà, c'est des animaux qui restent quand même avec des instincts sauvages. Par contre, c'est des animaux qui sont habitués à la présence de l'homme. Voilà, il y a une habituation si vous voulez et un conditionnement de l'animal, mais ça reste quand même des animaux sauvages. Alors, la ménagerie ne fait pas d'études effectivement sur le côté très carcéral, que ce soit d'un point de vue humain ou même animal. Par contre, ça fait 16 ans que je travaille ici et donc en 16 ans j'ai vu partir les gros animaux. C'est-à-dire que moi je travaillais avec les ours, finalement les ours sont partis en 2004, parce que c'était des animaux qui finalement n'étaient pas bien dans leur fosse à ours, même si les fosses à ours sont très jolies d'un point de vue historique, mais il était grand temps de faire partir les ours pour leur bien-être. Et donc on a vraiment changé notre point de vue là depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on essaie d'adapter plus les animaux à leur milieu. Alors je ne vais pas aller vous dire que les orang-outans sont les mieux du monde à la ménagerie dans les conditions dans lesquelles ils sont. Par contre, on s'occupe très bien des orang-outans à la ménagerie. Ils ont de l'enrichissement 2 fois par jour, ils ont de l'entraînement médical, c'est-à-dire que les orang-outans sont habitués à nous présenter différentes parties de leur corps, on leur a appris. Ils nous les présentent, on est capable aujourd'hui de leur faire une injection dans l'épaule pour justement ne plus faire de fléchage au fusil hypodermique qui est un énorme stress. C'est finalement, voilà, ils nous présentent l'épaule, on peut prendre la température dans leur oreille, on peut leur faire une échographie directement, écouter leur cœur au stéthoscope, tout ça ils sont habitués et ils le font parce qu'ils ont envie de le faire. C'est pas du dressage, elles ne sont pas punies si elles ne le font pas. Bien sûr elles sont récompensées quand elles le font, mais elles ont quand même à manger, on ne leur retire pas leur ration s'ils ne le font pas. Et surtout, on ne peut pas les obliger à venir devant la grille. Donc elles viennent parce qu'elles ont envie de le faire. Donc effectivement, la vision de la ménagerie sur les animaux en captivité a clairement évolué et clairement changé. Moi, j'ai connu les lions à la Fauverie. Il n'y a plus de lions aujourd'hui, on a des panthères. Parce que les lions, c'est des marcheurs, ils vivent en groupe et on n'a pas les loges assez grandes pour justement pouvoir avoir des lions. Les dromadaires sont partis la semaine dernière. Il y a un aménagement qui doit être maintenant bientôt fait au niveau du parc des dromadaires et des autruches pour qu'on présente des tapirs. On essaye de regrouper certains parcs pour agrandir un peu et c'est pas chose simple parce que la ménagerie est classée monument historique depuis 1993 et donc on n'a pas le droit de toucher au parcellaire des parcs, des allées, etc. Donc c'est très compliqué. Donc en fait la ménagerie on a une réflexion qui est complètement différente des autres parcs, des parcs privés. Les parcs privés ils décident d'avoir une espèce, ils achètent les terrains, ils s'étendent et ils leur donnent l'espace. La ménagerie, on est obligé de réfléchir à quelle place on a et quel animal pourrait être sciemment présenté pour lui, pour le public et pour qu'il puisse se reproduire et s'épanouir correctement.
ça n'émet pas de son, une tortue, non? Si, elle peut pousser quelques petits sons, oui. Bonjour Platinette. Bonjour ma Platine. Ça va ma jolie? Ça va pas ma Platine? Oui ma fille, tu sais bien te lever, oui. Oui Platinette, oui. Oui ma jolie. Alors bonjour à Platinette. Donc effectivement, il n'y a pas d'animaux méchants en soi. C'est une caractéristique très humaine, ça, de dire que les animaux sont les uns plus intelligents que les autres, etc. etc. C'est que des paramètres humains qui sont donnés et des critères humains. Donc du coup, moi, ça me semble un peu bizarre d'aller calculer l'intelligence d'un animal, voilà, enfin, chacun a son dialecte, chacun a sa propre intelligence, chacun a sa place surtout. Et comme je le disais effectivement juste avant, je pense que la nature est bien faite et que chaque petit animal, quel qu'il soit, a sa place. Et de toute façon, on connaît toutes les chaînes. La chaîne, le petit animal qui se fait manger par le plus gros, qui se refait manger par le plus gros, etc. Et au final, l'homme n'a pas vraiment de prédateur à part lui-même. Et on verra bien où ça le mènera d'ailleurs. Mais donc, il n'y a pas d'animaux méchants en soi. Les animaux, ils m'apprennent tous les jours à avoir une capacité à s'adapter déjà, autant pour moi que pour eux. Il va y avoir plein de choses qu'on va apprendre tout au long de notre vie de soigneurs animaliers. Il y a des individus qui vont aussi, des individualités qui vont aussi permettre d'apprendre des choses aussi sur les espèces. Et surtout, ça nous demande de travailler à la fois dans le respect de l'animal et dans le respect de l'homme. Parce que quand on travaille dans un parc zoologique, on est là effectivement pour prendre soin des animaux, mais on est là aussi pour prendre soin du public. Et puis pour essayer de transmettre des choses. Si un matin je me disais que j'ai rien à apporter finalement aux animaux et plus rien à apporter non plus au public, je pense que je changerais de métier. Si je devais faire un spectacle, je prendrais Nénette l'orang-outan. Je lui donnerais même un rôle de grande sage qui est un peu en hauteur, qui regarde un peu tout ce qui se passe autour d'elle. Je prendrais effectivement Périclès parce que c'est l'animal le plus vieux de la ménagerie, donc qui est là depuis 1923. Lui avec le côté un peu renfrogné, grincheux dans son petit coin. Et je prendrai après, je pense, une panthère, certainement un reptile, et puis un oiseau évidemment, pour représenter aussi les oiseaux, même si c'est pas franchement ma partie. Et puis je pense que je mettrai en scène les humains pour une fois, pour changer, plutôt qu'en mettre en scène les animaux. Et je mettrai en scène les humains et j'essaierai peut-être de voir un peu, de créer en tout cas, quelle réflexion pourraient avoir les animaux en voyant certains humains passer.